Je m'appelle Claude Bernard Assira Ngouté, mais dans le cadre de mon activité habituelle, on m'appelle tout simplement Claude Assira. Je suis titulaire du doctorat en droit obtenu en 1997, en juillet 1997 à l'université Panthéon-Assas à Paris. Et j'ai obtenu par la suite, à la session de décembre 1997, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'école de formation des barreaux de Paris, l'EFB, et j'ai prêté le serment d'avocat le 14 janvier 1998. Ce qui veut dire que l'année prochaine, à la même date, j'aurai l'occasion, le privilège, l'honneur de célébrer les 20 ans d'exercice professionnel en qualité d'avocat plein. J'ai exercé une partie de mon activité professionnelle d'avocat à Paris jusqu'en 1999, jusqu'en 2009, plus précisément, en 2009, décembre 2009, avant de venir exercer au Cameroun, où j'avais déjà obtenu l'autorisation de le faire en mars 2004. Donc je fais le transfert effectif de mes activités au Cameroun en mars-avril 2010, qui est donc en réalité le point de départ effectif, réel, de mon exercice professionnel au Cameroun. Voilà donc à peu près comment peut se présenter l'activité professionnelle qui est la mienne aujourd'hui, plutôt la situation professionnelle qui est la mienne aujourd'hui. À côté de cela, de mon métier d'avocat, j'exerce un métier qui n'est pas pour moi un métier secondaire, mais qui est un métier second, puisque je suis également enseignant. J'ai enseigné autrefois comme enseignant associé à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, dans la région parisienne. Et puis, depuis septembre-octobre 2006, je suis enseignant à l'Université catholique d'Afrique centrale. En juin 2013, j'ai acquis le grade de maître de conférence dans cette université où j'enseigne le droit pénal, la procédure pénale et le droit pénal des affaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à la fois et avocat de profession et d'exercice et en même temps enseignant de fonction. Donc voilà à peu près, en résumé, la vie professionnelle telle qu'elle est exercée et pratiquée aujourd'hui. Alors j'ai envie de vous parler aujourd'hui du métier de l'avocat, mais plus particulièrement du rôle de l'avocat auprès de l'entreprise et auprès des opérateurs économiques dans ce qu'on appelle la vie des affaires. Alors il faut dire que le métier d'avocat est une profession libérale, qui est une profession réglementée. Et elle est réglementée au Cameroun par un texte qui est la loi de 1990, que nous appelons habituellement la loi organique, puisque c'est elle qui organise le cadre général de l'exercice de la profession d'avocat au Cameroun. Au terme de cette loi, notamment à l'article 1er, l'avocat est ce professionnel indépendant qui a pour mission d'assister les parties, de les représenter et de faire ce qu'on appelle la postulation. Dans le cadre de cette mission, si on devait synthétiser, l'avocat fait à la fois le conseil général, mais il fait également la défense, si on devait résumer la loi. Et l'avocat, dans son rôle de conseil, intervient en quelque sorte en amont, en périphérie du litige. En cette qualité donc, l'avocat intervient dans la vie des affaires d'une façon qui est relativement large, puisque
La vie des affaires étant elle-même une vie relativement complexe, relativement polymorphe, elle peut concerner aussi bien le droit de la consommation, le droit commercial classique, le droit des contrats, le cautionnement, le crédit, la banque et différents autres droits, notamment le droit du travail, le droit informatique. Donc le droit du travail est lui-même aussi varié que... Non, pas le droit du travail. Le droit des affaires est lui-même aussi varié que la notion d'affaires. Et dans ce contexte-là, lorsque l'avocat intervient comme conseil, il est, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en amont du processus. C'est-à-dire que les opérateurs économiques, dans le cadre de leurs activités, vont avoir recours à un professionnel qui est censé être un expert, un connaisseur du domaine qui est le leur et qui va donc pouvoir leur donner un certain nombre de conseils pour éviter d'avoir à se retrouver dans des difficultés ultérieurement à l'occasion de l'accomplissement de leurs activités. Évidemment, le risque zéro n'existe plus dans ce bas monde et le risque zéro n'existe pas dans le domaine de la vie professionnelle de l'avocat. La seule chose que fera l'avocat, mais qui ne sera déjà pas négligeable, c'est de réduire autant que possible l'occurrence d'un litige pour permettre au chef d'entreprise de se consacrer à ce qui est l'essentiel de sa vie, c'est-à-dire faire vivre son entreprise dans un intérêt qui peut être un intérêt personnel, un intérêt collectif pour la plupart des personnes qui interviennent dans son entreprise, mais aussi pour l'économie générale, l'économie nationale, l'économie régionale d'une façon globale. Le chef d'entreprise est d'abord avant tout un producteur de richesse, c'est un producteur d'emploi, c'est un contributeur, un contribuable au niveau de l'administration fiscale, ce qui aide également l'économie nationale d'une façon globale. Donc l'avocat viendra en appui pour permettre au chef d'entreprise de se consacrer essentiellement à son cœur de métier. Et dans ce contexte-là, l'avocat va donner un certain nombre de conseils, puisque l'entreprise étant elle-même une globalité dans laquelle vous avez à la fois des relations en interne, avec les salariés, avec les associés ou les actionnaires, etc., mais aussi des relations avec des personnes extérieures, les fournisseurs, l'administration fiscale, les organismes sociaux. L'avocat va être le conseil, on va dire, privilégié, le confident particulier qui va permettre aux uns et aux autres, dans un premier temps, d'avoir l'information, la bonne information qui détermine les choix opérationnels qui vont être effectués par la suite. Donc, un avocat devra permettre aux responsables, aux actionnaires, d'avoir l'information sur la meilleure façon de constituer leur société. Est-ce que ça devra être une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée? Est-ce que ça devrait être une société à responsabilité limitée lorsque plus de deux personnes, plus d'une personne, au moins deux personnes, ou alors est-ce que ça pourrait être plutôt une société anonyme? Donc l'avocat devra guider les uns et les autres dans le meilleur choix déjà de la forme au moment de la constitution d'entreprise. Il devra rédiger les statuts, aider à rédiger les statuts pour que les droits et les statuts constituent en quelque sorte la charte fondamentale dans lesquelles les différents associés vont avoir leurs droits définis et à laquelle ils devront se référer en cas de difficultés éventuelles au cours de la vie de l'entreprise. Donc c'est l'avocat qui devra donc en quelque sorte intervenir en amont pour la constitution de la société. L'avocat devra également aider l'entreprise dans la recherche des financements.
Une entreprise qui s'est créée a souvent besoin de partenaires financiers pour lui permettre d'avoir les liquidités lesquelles vont faciliter son entrée dans le monde des affaires, et donc par conséquent, l'avocat devra aider les différents partenaires à sécuriser leurs droits en même temps que les droits des personnes qui vont aider par l'apport de liquidités afin que les relations puissent être autant que possible fluides et protectrices des droits des uns et des autres. L'avocat, toujours dans la constitution de l'entreprise, l'avocat devra en outre permettre de s'assurer que les immatriculations nécessaires auprès des différents organismes ont pu être effectuées, c'est-à-dire le registre du commerce, les organismes sociaux. Lorsque on se retrouvera au Cameroun, il s'agira de la CNPS notamment, et les organismes d'assurance de maladie et autres, pour permettre aux différents salariés d'avoir des garanties suffisantes de prise en charge de leur maladie, et aussi pour celles qui sont plus affûtées en ce qui concerne les droits sociaux, un organisme qui permette de garantir la retraite, notamment une retraite complémentaire, aux côtés de la retraite principale qui serait prise en charge par la CNPS, et dont tout le monde sait qu'elle est souvent, à la fin, elle se révèle souvent largement insuffisante. Donc ça, ce sera le rôle de l'avocat, de donner cette information-là, et autant que possible, il devra également accompagner l'entreprise dans la prise en charge et l'accomplissement des différentes formalités qui sont en rapport avec ces points essentiels. L'entreprise devra également recruter un certain nombre de personnes comme salariés ou comme partenaires intervenant en freelance dans le cadre de ce qu'on appelle les contrats de service. Donc, en interne, vous allez avoir des contrats de travail pour des gens qui vont travailler sur la base d'un rapport de subordination, où il va y avoir une personne qui donnera des ordres, des instructions qui vont dans le sens de l'objet social qui a été indiqué dans les statuts et les différents actes de constitution de l'entreprise. Et à côté de ces salariés-là, dont la plateforme, l'organigramme aura été naturellement arrêté, au besoin en concertation avec l'avocat, ça ce n'est pas une obligation absolue, au besoin en concertation avec l'avocat, mais l'avocat peut également donner son avis, son conseil là-dessus. Donc vous allez avoir les associés, les salariés. À côté des salariés, chacun d'eux ayant un contrat particulier, un engagement qui est formalisé dans le cadre des actes particuliers, ou les statuts, ou le contrat de travail. Vous avez également d'autres personnes qui travaillent pour le compte de la société, mais qui apportent leur service uniquement, sans dépendre forcément d'un lien sans dépendre par un lien de subordination à l'entreprise. Et donc, ces personnes-là vont apporter leur collaboration à l'entreprise, et il faudra également définir la nature de ce contrat, la nature de cette prestation à l'intérieur du lien qui devra être établi par l'avocat. Ça, c'est donc pour les liens au moment de la constitution de la société. Et une fois la société constituée, il va falloir qu'elle fonctionne. Et elle devra fonctionner en général en entrant en relation avec des personnes, des tiers, et en ayant une gestion en interne qui devra, elle aussi, respecter les canevas, et notamment ces canevas devront être garantis, sécurisés par l'approche, l'accompagnement d'un avocat comme conseil. À l'intérieur d'une société, vous avez d'une entreprise, quelle qu'elle soit, la forme de société ou pas, elle devra avoir un certain nombre il y a une réglementation qu'il faut respecter dans la gestion. Il va falloir rendre compte, ça suppose donc les assemblées générales. L'avocat va avoir la charge d'aider le responsable à convoquer les assemblées générales, à préparer les procès-verbaux d'assemblée générale, à les soumettre au vote, et à constater les hypothèses dans lesquelles il y a éventuellement des irrégularités, pour pouvoir
éviter des difficultés qui viendront par la suite, soit parce que les personnes intéressées demanderont l'annulation des assemblées générales irrégulières, soit alors éventuellement parce que le ministère public, le procureur de la République, risquerait, au cas où une irrégularité est susceptible d'avoir des conséquences pénales, de poursuivre les dirigeants pour n'avoir pas respecté leur obligation à l'information. Outre l'information, il va y avoir également la gestion courante de l'entreprise. Cette gestion peut être éventuellement la gestion soit morale, soit éventuellement logistique. Moralement, l'entreprise peut avoir envie de donner un cautionnement à une société tierce qui en a besoin elle-même. Dans quelles conditions cela peut-il se faire? Il faudrait que l'avocat, qui est donc l'accompagnant de la gestion, puisse intervenir utilement pour dire si une telle opération est possible et dans quelles conditions elle doit être faite pour non seulement garantir les droits des parties prenantes, mais aussi éviter qu'une infraction ne soit commise, puisque par la suite, si une infraction venait à être commise, elle pourrait éventuellement non seulement avoir un coût pour l'entreprise, mais aussi entraîner un risque en ce qui concerne son image, mais aussi et surtout, peu importe que la procédure soit aboutisse dans des conditions défavorables ou pas, le plus important pour un chef d'entreprise, c'est le temps qu'il met à essayer de se justifier, à s'expliquer, etc. Or, ce temps-là va être gagné lorsque l'avocat a été consulté auparavant et que, en qualité d'expert, il a pu donner son art pour éviter d'avoir à perdre un temps qui, même lorsque par la suite n'aboutit pas à une condamnation, a au moins permis à l'entreprise de se consacrer à ce qui est essentiel pour elle, c'est-à-dire le fonctionnement normal. Donc ça, c'est pour l'aspect moral, la gestion morale de l'entreprise au quotidien. Mais il y a aussi, l'entreprise a produit des richesses, elle a produit des biens. Il va falloir qu'on les gère de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir une interférence, un risque, soit de l'intérieur, soit éventuellement de l'extérieur. Et là, en l'occurrence, c'est la problématique, le problème de l'abus de biens sociaux. Il faudrait donc que l'avocat puisse intervenir de façon constante pour travailler avec les différents commissaires aux comptes qui sont au sein de l'entreprise afin que le travail qu'ils effectuent puisse permettre aux responsables d'avoir une gestion efficace, mais surtout une gestion saine, légale et régulière du patrimoine de l'entreprise et qu'il n'y ait pas une confusion de patrimoine, puisque l'entreprise, dès lors qu'elle est constituée par les statuts, mais aussi par son immatriculation, devient une personne différente, une personne morale qui acquiert la personnalité juridique avec son patrimoine propre qui ne doit plus être confondu avec le patrimoine des individus physiques qui ont été à l'origine de son existence. Donc cette séparation nette de patrimoine doit pouvoir être effectuée, sinon, en cas de confusion, il pourrait y avoir un certain nombre de difficultés qui, encore une fois, risquent d'entraîner la société dans une certaine forme de jactance qui est toujours une perte de temps, un risque sur l'image, voilà, outre le risque financier et autres en cas de condamnation diverses. Donc voilà à peu près dans le fonctionnement de l'entreprise en quoi un avocat pourrait intervenir. Il y a aussi, il faut le dire, un certain nombre de relations avec les partenaires, les fournisseurs et autres qui se poursuivent, la relation qui se poursuivra tout au long de la vie de l'entreprise. Si vous avez envie de signer un contrat, d'apporter un avenant à un contrat préexistant, l'avocat sera toujours le confident nécessaire, le partenaire indispensable pour apporter son concours à l'opération qui est envisagée. Encore une fois, une société tout au long de sa vie peut effectuer des prêts, peut effectuer des emprunts auprès de banques, d'organismes
financiers et autres, et toutes ces choses-là ont besoin d'être encadrées. La société peut avoir besoin de donner des cautions ou elle-même de recueillir des cautions comme personne morale, comme personne physique, des cautions personnelles ou des cautions réelles, données en gage ou éventuellement en garantie, en hypothèque, un certain nombre de biens, pour pouvoir avoir la possibilité de récupérer ces biens. Il faut un professionnel. Le droit est aujourd'hui une immense complexité. Et vous connaissez l'adage qui est un adage, à mon avis, chimérique, qui veut que nul n'est censé ignorer la loi. Et pourtant, les lois sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus compliquées. Et il est difficile pour un chef d'entreprise de se consacrer à la gestion quotidienne de son entreprise, mais en même temps d'avoir connaissance de la loi renouvelée en permanence, en sachant que quand on dit loi, ça reste un terme générique, parce que outre la loi qui est prise par celui qui doit la prendre, le législateur, vous avez également la jurisprudence qui constitue un tempérament, mais aussi un élément de complément de la loi. La loi prise individuellement ne sera jamais suffisante si vous ne savez pas comment on interprète cette loi concrètement devant les juridictions. Donc, par conséquent, même s'il en avait une connaissance parfaite, il est humainement impossible aux responsables d'une entreprise de connaître les différentes déclinaisons, les évolutions qui sont souvent en dents de scie, comme les montagnes russes, de cette loi, puisque seuls les tribunaux, les juridictions ont la possibilité de donner une vie véritable à la loi. Or, l'avocat, dont c'est le métier, en faisant une mise à jour permanente, ce qu'on appelle dans le jargon une veille juridique permanente, reste continuellement aware, averti de ces évolutions-là, et donc peut à son tour faire profiter l'entreprise à laquelle qui lui a fait confiance et à laquelle il a décidé de donner ses services, pour lui permettre d'avoir une optimisation de son activité, c'est-à-dire en la dépouillant, en lui enlevant un potentiel de difficulté et en lui laissant donc un pourcentage de son temps que l'entreprise pourra utiliser de façon efficace à la mise en œuvre de son activité principale. Donc voilà comment, au niveau du conseil, un avocat peut intervenir, me semble-t-il, de façon relativement utile pour permettre au chef d'entreprise de réaliser du mieux possible ce qui est le plus important pour lui, c'est-à-dire la réalisation de l'objet social de l'entreprise, pour permettre à la société d'être viable et de produire des richesses pour l'intérêt commun et pour l'intérêt de l'économie nationale. Alors, la société, elle a été constituée, on peut assimiler sa constitution à sa naissance. La société a été gérée, on estime que c'est sa vie, la vie de l'entreprise, mais comme nous les hommes, nous naissons, nous vivons, il peut nous arriver aussi malheureusement un accident, soit la fin normale de notre vie, soit éventuellement quelque chose qui fait que notre vie cesse. La société également peut en arriver à mourir, soit à l'occasion du terme normal qui a été arrêté par les partis lors de sa constitution, qui disent voilà, nous créons cette société pour qu'elle dure 99 ans, pour qu'elle dure 101 ans ou un peu moins, etc. Ou alors un accident de la vie, comme ça arrive aux hommes également, et avant l'arrivée du terme ou avant l'accomplissement de son objet, la société pourrait éventuellement être amenée à disparaître. Et cette disparition-là, en général, se fait par l'intermédiaire de l'opération qu'on appelle la liquidation. Et il va donc falloir liquider une entreprise. La liquidation pourra se faire soit à l'amiable, entre les partenaires, soit éventuellement devant le tribunal, devant l'autorité judiciaire. Mais même pour ces phases-là, il faudrait pouvoir avoir un accompagnement d'un professionnel, un expert, et en l'occurrence l'avocat sera encore la personne indiquée pour cela,
qui devra donc aider la société dans le cadre de la réalisation des opérations de liquidation pour que, à défaut d'avoir réussi une vie normale, qu'au moins la fin, la cessation de vie de l'entreprise puisse être réussie. L'avocat accompagnera également l'entreprise dans les différentes opérations de la fin de vie de celle-ci pour lui permettre d'avoir un atterrissage en douceur.